piliers de notre plan stratégique, c'est les hommes, les moyens, les finances et les infrastructures. Bienvenue dans Éclosion, le podcast où des professionnels inspirants nous racontent leurs projets de vie et leurs histoires de carrière. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclosion. Notre invité aujourd'hui, c'est Pierre Lahore, un homme au parcours aussi riche qu'inspirant. Pierre est un ancien handballeur professionnel du Pau Billard Handball. Il est aujourd'hui le directeur général de la section paloise, le club de rugby pro de la ville de Pau. Dans cet épisode, je vous propose de plonger dans l'histoire de la section paloise, d'explorer les moments marquants du club. Mais on va aussi parler des défis de Pierre, de ses réussites et de sa vision pour le développement stratégique de la section. Nous aborderons également des anecdotes personnelles et des moments décisifs qui ont marqué son parcours. Et pour terminer, nous allons jouer à un petit jeu qui nous permettra de découvrir les secrets et des anecdotes intéressantes sur la vie d'un directeur général de club de rugby. Bonjour Pierre, ça va ? Bonjour. Merci, bienvenue dans Éclosion. Non, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et de remettre les pieds à l'ESC. Enfin, moi je dis toujours l'ESC, pas encore éclore. J'ai fréquenté ces lieux il y a bientôt une vingtaine d'années, donc il m'est arrivé d'y repasser de temps en temps, mais c'est toujours un petit pincement au cœur de revenir ici. Ben oui, et ça a rappelé quelques souvenirs intéressants. Des souvenirs, on n'a pas refait le tour de tout le propriétaire, mais j'ai revu quelques endroits où j'avais mes habitudes. Ouais. Alors on démarre tout de suite sur ton parcours et tes inspirations. Qu'est-ce qui t'a poussé à passer du handball au rugby et à prendre des responsabilités au sein de la section paloise ? Alors c'est une bascule qui ne s'est pas faite de suite, parce que j'ai eu la chance, le privilège de vivre une carrière de sportif ici, chez moi, à Pau, en Béarn. J'aime à le rappeler parce que j'ai aujourd'hui un peu plus de 40 ans et j'ai eu la chance, le privilège de faire toute ma vie ici, là où je suis né. Et c'est un luxe qui me tient particulièrement à cœur. Certains construisent leur force dans leur capacité à voyager, à se déplacer, à découvrir des choses. Moi aujourd'hui, l'attachement à cette terre, à ces hommes et le fait d'avoir évolué toute ma vie et aujourd'hui ce qui fait un des traits de mon caractère le plus prononcé. Donc j'ai vécu cette carrière jusqu'en 2005. 2015, excusez-moi, 2015, bientôt 10 ans, ça va faire 10 ans dans quelques mois que j'ai arrêté de jouer. Parallèlement à cette carrière de sportif, j'ai toujours ou étudié ou travaillé, ce qui fait que quand j'ai arrêté d'être handballeur, j'ai basculé assez facilement sur la seconde vie, qui est pas forcément facile pour les sportifs de haut niveau, et puisque j'occupais les fonctions de directeur de cabinet du président du département. Donc ça va bientôt faire 5 ans aujourd'hui que je suis directeur général de la section. Comment elle s'est fait cette bascule ? Alors, j'ai pas fait une bascule de handballeur à rugbyman parce que je ne joue pas, je joue pas au rugby, heureusement, même si certains pendant ma carrière de handballeur me disaient que j'étais un peu trop rugbyman par moment, mais non plus sérieusement, c'était pas quelque chose qui était du tout inscrit sur mes radars. C'était pas quelque chose sur lequel je m'étais projeté parce que j'étais très heureux, épanoui dans ma deuxième vie professionnelle à côté du hand en tant que directeur de cabinet de Jean-Jacques Lasserre au département. Et voilà, comme tout dans la vie, c'est souvent des rencontres d'hommes, l'affaire d'opportunités. Certains ont jugé, apprécié que mon parcours, mes compétences, mes appétences, le fait que j'occupais déjà des fonctions de dirigeant, de direction, pouvait faire la synthèse sur ce qu'avait besoin la section après 5 ans de top 14 et à ce moment-là. Mais ça fait déjà 5 ans que bientôt, au 1er juillet, que j'ai basculé. Oui, il y avait la double compétence sportive et politique presque entre guillemets, qui était intéressante. Oui, j'étais directeur de cabinet du président du département, donc plus que de la politique au sens des partis, au sens politicien. C'était une fonction de direction, de dirigeant, une fonction d'engagement au service du développement territorial. Comme je disais tout à l'heure, j'ai fait toute ma vie ici. Je suis très attaché au développement de notre terre, de ces hommes, à son rayonnement et j'ai pu m'y engager dans mes fonctions professionnelles précédentes comme je m'y engage aujourd'hui pour partir à travers la section paloise. C'est ce qui a beaucoup influencé ton choix aussi. J'imagine que quand on t'a proposé ce poste de direction générale à la section paloise, tout ça a fait que c'était fait pour toi, quoi. Oui, nécessairement. Alors c'est pas un choix qui a été
facile, qui s'est fait d'un claquement de doigts, parce que, je le redis, j'étais très heureux dans ce que je faisais précédemment, et j'avais un environnement de grande confiance de la part des gens qui m'avaient confié ces responsabilités-là. Donc j'ai pris le temps de bien le mûrir, mais voilà, quand on est Bernais, fier de l'être, qu'on aime le sport, particulièrement le rugby, parce que j'ai toujours baigné dans cet écosystème-là, c'est un challenge qui est très difficile à refuser, parce que voilà, aujourd'hui la section paloise, au-delà de notre mission première, notre cœur d'activité qui est de gagner des matchs de rugby et d'être le plus haut possible dans ce championnat dingue de top 14, je pense aussi que c'est un des vecteurs les plus forts pour exprimer notre identité locale, béarnaise, paloise, et faire rayonner ce territoire. Donc ça a été un des éléments qui ont motivé mon choix. Et c'est un métier qui est très exigeant, directeur général d'un club de sport de rugby pro. Il y a des sacrifices au quotidien, il y a des choses qui... Exigeant comme beaucoup de choses dans la vie, comme toute fonction de dirigeant, comme tous ceux qui aujourd'hui se lèvent le matin pour entreprendre. Je suis pas certain que ce soit beaucoup plus exigeant d'être directeur général de la section paloise que ça ne l'est pour des personnes qui ont des démarches entrepreneuriales, quelle que soit la taille d'entreprise, même les plus petites. C'est un métier de combat, d'engagement, mais aussi de passion. Et, beaucoup de passion. Énormément de passion. Et voilà, quoi qu'on fasse dans la vie, quand on est animé par l'amour de l'entité qu'on porte, l'envie de la faire réussir. Vous parliez de sacrifice, au final on y pense peu, parce que c'est que des choix au service de l'expression d'une passion et d'un engagement. Ouais, t'y penses pas. Non, mais j'ai pas le sentiment de laisser beaucoup de choses, très certainement. Mais parce que quand on dirige un club de sport, j'imagine, on bosse le samedi, quoi, par exemple. Oui, on bosse tout le temps, mais voilà, parce que même quand on bosse pas, qu'on n'est pas présent, on y pense, et même quand on n'y est pas, on y œuvre, parce que c'est des choses qui vivent quasiment 365 jours par an et 7 jours sur 7. Donc c'est aussi des affaires d'hommes où on est perpétuellement interconnecté avec Bernard Pondot, le président, qui m'a fait confiance avec quelques-uns et m'a confié cette responsabilité-là, toute la gouvernance, notamment les 3 vice-présidents qu'on a, et puis évidemment toute la chaîne de management, notamment sportive, autour de Sébastien Piccheroni. Et c'est quoi le rôle du DG de la section paloise alors ? Aujourd'hui, déjà, faut savoir ce qu'est la section paloise. C'est un club de rugby, une SASP, une société, donc c'est privé, qui a plus de 300 actionnaires, qui sont pour la plupart des acteurs, des hommes et des femmes de ce territoire-là. Donc moi, aujourd'hui, ma responsabilité de directeur général, c'est d'assumer le pilotage opérationnel et la conduite opérationnelle du club, dans toutes ses dimensions, au quotidien, pour le compte de la gouvernance, et notamment du conseil d'administration, qui est présidé par Bernard Pondot. Donc mon quotidien, c'est de chapeauter l'ensemble des équipes. Aujourd'hui, la section paloise, c'est 29 millions d'euros de budget, plus de 120 et quelques employés, sportifs, mais pas que. Et donc mon rôle, c'est de manager cet ensemble-là dans les dimensions sportives, c'est-à-dire sous la direction de Sébastien Piccheroni, donc on manage ça ensemble, et évidemment tout le reste des équipes opérationnelles qui sont dans les bureaux administratifs, juridiques, gestion de nos infrastructures, notre boutique, le commercial, voilà. Tout ça. Effectivement, ça prend beaucoup de temps et d'énergie et de pensée. Et c'est quoi ça fait 5 ans maintenant que tu es directeur général de la section paloise. C'est quoi les plus grands défis ? La section fêtera à la fin de la saison ses 10 ans en top 14. Top 14, oui. En top 14, moi je suis arrivé à la moitié de cette histoire-là. Quand je prends mon poste, les stades étaient vides, la Covid était passée par là, l'économie des clubs sportifs était un petit peu abîmée, et la réalité de la section à ce moment-là, c'était un produit sportif un peu érodé, en bout de souffle, après une installation en top 14 qui s'était très très bien passée, parce qu'il faut rappeler que la section paloise, depuis qu'elle est remontée, n'a jamais eu à connaître la descente, contrairement
à d'autres clubs ou la majorité des clubs qui évoluent dans la même sphère économique ou démographique que la nôtre. Donc moi j'arrive dans ce contexte-là et le défi, et c'est un défi que je n'ai pas porté seul, loin de là, puisque ça a été un défi de toute une gouvernance d'équipe, ça a été de arriver à totalement remarketer le produit section, essayer de reconstruire une image un peu différente que celle qui avait été la nôtre une fois revenu en top 14 et recréer un schéma de cohérence sportif. Et ça, on a su assez vite le faire parce que à travers le recrutement de Sébastien Piccheroni, qui était un choix assez différent par rapport à ce qu'on est le rugby, qui a permis de dire à tout notre écosystème rugby, mais aussi externe et des médias, qu'il se passait quelque chose à la section paloise, qu'on faisait un petit peu différemment des autres et que le club était en train d'évoluer, de changer. Donc c'était un sacré défi à ce moment-là, dont on commence à peine à en récolter les fruits. Ouais. Et c'est quoi la réalisation qui te rend le plus fier au sein du club? C'est vraiment le renouveau, quoi, la marque section paloise qui... c'était un choix fort sur lequel il a fallu créer de la confiance et de l'adhésion. Donc, le stade aussi qui est... remarketer vraiment ce produit-là, c'est une réalisation dont on peut être fier. Et ce qu'il est tout autant, c'est les indicateurs du moment. Alors certes, encore, on n'est pas là où on veut être sportivement, parce qu'on a l'ambition d'être en haut du top 14, tout en restant très lucide et humble par rapport à la difficulté dans l'environnement dans lequel on évolue. Mais aujourd'hui, notamment, je me base sur un indicateur, c'est notre capacité à réinstaller des garçons, des hommes de la section en équipe de France. 3 ans après avoir lancé ce projet-là, 3 ans et demi, avoir 4 garçons même avec Fabien qui ont fréquenté l'équipe de France sur le dernier tournoi des destinations. C'est aujourd'hui un indicateur qui vient valider les choix qu'on a pu faire il y a 3-4 ans. Donc c'est un défi qui a été relevé, je pense. Mais il en reste d'autres. Oui, c'est ça. Justement, c'est quoi, tu envisages quoi comme développement stratégique pour le club dans les prochaines années, si on peut parler d'années, quoi, parce que ça va tellement vite maintenant? Ouais, les challenges, ils sont multiples, et c'est le plan stratégique, on a commencé à le déployer depuis maintenant 2-3 ans. Donc il doit nous permettre de nous asseoir de ne pas nous asseoir, mais d'être en début de saison à égalité avec ceux du haut de championnat sur la ligne de départ en termes de capacité et de moyens pour pouvoir vraiment jouer notre chance à fond, à égalité avec les autres dans ce top 14. Donc tout ça passe évidemment par des hommes. On a profondément fait évoluer nos structures, les staffs, l'effectif, et puis ça passe aussi par des moyens. Sur ça, le club est en évolution positive depuis maintenant plusieurs années. On est reparti un peu moins de 20 millions d'euros de budget en 2021-22 et on devra assez rapidement soutenir les 30 millions d'euros, ce qui nous permettra d'être au salary cap. Donc oui, les hommes, les moyens et les infrastructures, et on a besoin et on est en train de lancer notre projet de centre de performance, qui est une absolue nécessité pour le club, pour son ambition et sa capacité à être concurrentiel vis-à-vis des autres, et puis nécessairement la phase 2 d'évolution du stade qu'on portera avec la collectivité, qui sera absolument nécessaire pour exister. La dernière tribune, quoi. Oui, c'est des enjeux dont le club aura besoin, et donc les trois défis, les 3 piliers de notre plan stratégique, c'est les hommes, les moyens, les finances et les infrastructures. Ok. Et 29 millions, 30 millions de budget par rapport aux autres clubs de rugby, c'est quoi? C'est un moyen, petit, c'est quoi? C'est moyen moins. C'est moyen moins. C'est moyen moins, mais aujourd'hui c'est notre état du moment, et on devra dépasser ça, mais on pense qu'à partir de 30 millions d'euros de budget, on pourra soutenir le salary cap, et en termes de valeur d'effectifs, on pourra regarder les autres dans les yeux. Quelle est ta vision à toi pour l'avenir du rugby en Béarn et au-delà? La vision à l'échelle du territoire du rugby, c'est
une vision qui doit être solidaire et ambitieuse. Aujourd'hui, on a énormément de clubs de rugby sur ce territoire-là. La section paloise en est la locomotive et une section paloise qui est ambitieuse, une section paloise qui rayonne, ça générera nécessairement de la force aux autres clubs du territoire. Je pense évidemment au club béarnais, mais au-delà aussi, parce que notre rayonnement ne doit pas s'arrêter là. On fonctionne très bien avec les clubs du Sudland, du Gers, de Bigorre, et aujourd'hui on a une position géographique assez centrale qui doit nous permettre d'être la locomotive qui fait, on va dire, rayonner le rugby sur ces territoires-là. Après, je disais, au-delà, sur la sphère nationale, aujourd'hui, on a un monde du sport de haut niveau qui est en perpétuelle évolution. Le rugby a énormément évolué. Le foot est toujours aujourd'hui, il restera très certainement encore pour un moment le sport le plus médiatisé, le plus populaire, mais il n'empêche que je crois, depuis maintenant près de 30 ans, le rugby s'est porté sa croissance et son développement avec raison et mesure, ce qui fait qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir un diffuseur qui accompagne la croissance du rugby et sur lequel on a une visibilité suffisamment long terme jusqu'en 2032 pour envisager les prochaines évolutions sereinement. Cependant, il faut être lucide, le rugby n'a pas encore trouvé son modèle économique. Sur l'année dernière, le top 14 a généré plus de 60 millions d'euros de déficit d'exploitation cumulé. Donc c'est une réalité qui est permise parce que certains clubs sont propriétés de mécènes qui ont la capacité d'absorber ce niveau de déficit, mais ça ne fait pas un modèle économique. Et le challenge qui s'ouvre pour la section paloise, on y est en plein, mais aussi pour l'ensemble des clubs pro, c'est d'arriver à construire un modèle économique qui soit viable et stable pour tous. Oui, c'est ça. Mais en préparant l'épisode, j'ai regardé un petit peu, il y a 2000 clubs de rugby, un peu plus, en France. Il y a 13 000 clubs de foot. Le rugby est le deuxième sport le plus médiatisé après le foot, et pourtant c'est que le 10e sport en nombre de licenciés. Tu vois ? Et est-ce que les collectivités, tu vois, l'État, les régions, les départements, doivent investir plus dans le rugby pour que ce sport diffuse tout le bien qu'il peut apporter à la société ? C'est une question qui n'est pas simple, parce qu'on évolue actuellement dans un monde au sens large qui est très particulier, qui change à plein de niveaux, et on se rend compte aussi qu'on est dans un contexte en France un petit peu complexe en termes de gestion de l'argent public, plein de choses qui sont en train de se recomposer, d'évoluer, et miser que sur ça ou attendre après ça, je ne pense pas que ce soit une posture raisonnable et d'ambition. Donc les pouvoirs publics accompagnent des projets de territoire qui participent à leur attractivité, à leur rayonnement. Le sport professionnel en fait partie. Le rugby, je pense, est aujourd'hui un très beau vecteur d'attractivité et de communication des valeurs d'un territoire. Les collectivités le savent. Et tout est question après d'équilibre. Mais elles doivent être là pour accompagner les projets de développement, mais pas être leur seul support. Si on attend tout de la puissance publique, on n'y arrivera pas. Bien sûr. Après, le rugby, c'est le seul sport qui a été inventé à l'école, tu vois. Donc on comprend que dès le début, il y a des valeurs fortes qui y sont associées. Et est-ce que le rugby n'est pas plus qu'un sport ? Oui, évidemment. Mais je pense, moi, je accorde beaucoup de valeur au sport, au pluriel, parce que je pense que c'est des écoles de vie qui sont très fondatrices. Alors qu'est-ce qui fait la particularité du rugby ? C'est plein de choses. Il y a plein de choses. La dimension de
d'engagement, c'est certain, de contact aussi. Sport de combat collectif. De contact, ouais, c'est combat collectif, mais surtout le nombre de ces hommes, et parce qu'il faut un minima 15 hommes ou femmes pour pouvoir le pratiquer. Et donc c'est aussi un sport de cohésion, de coopération, et c'est à travers, on va dire, ces valeurs-là que le rugby peut se distinguer. Il y en a plein d'autres. Par exemple, c'est un des seuls sports où tu peux accepter, allez, entre guillemets, tu vois, l'obésité, quoi. Je veux dire, il y a des joueurs de rugby qui sont un peu forts, et justement, c'est bien. Oui, il y a toutes les morphologies, alors sans caricaturer jusqu'à l'obésité, mais du 1 au 15, il y a de la place pour toutes les morphologies. C'est certain. Tu vois, donc quand tu es gamin, que tu as 15 ans, que tu souffres peut-être un petit peu, tu vois, d'harcèlement, au rugby, tu seras accepté facilement. Oui, évidemment. Il y a plein de valeurs comme ça que tu trouves pas dans d'autres sports. Alors, dans le sport en général, il y a plein de valeurs qui sont positives. Mais dans le rugby, je trouve encore un peu plus. Ouais, encore un peu plus sur cette particularité par rapport aux différences physiques. C'est certain que c'est un vecteur d'intégration, de confiance en soi malgré les différences qui peut être très positif pour des jeunes gens dans des âges où on peut manquer de confiance en soi, et je pense que le rugby ouvre la place à ce que chacun puisse se trouver légitime, quelles que soient ses caractéristiques selon ses postes sur le terrain. Clairement. Et on dit souvent, il y a beaucoup de personnes en tout cas qui pensent que le rugby est un sport dangereux. C'est vrai ou c'est une légende ? Nécessairement, à partir du moment où il y a de la confrontation, du contact, nécessairement il peut y avoir du danger. Après, mais il y en a dans d'autres sports aussi, et je ne pense pas que ce soit le sport qui soit touché par le plus grand taux d'accidentologie. On parle beaucoup des commotions cérébrales, par exemple en rugby. Il y a d'autres sports qui... Top 14, quoi, rugby pro. Ouais, mais même chez des jeunes, on le rencontre, mais il y a d'autres sports qui sont... au moins si ce n'est bien plus frappé par cette problématique-là, et qui, aujourd'hui, parce qu'ils sont moins dans la lumière, on n'en parle pas, et surtout, on n'adapte pas les pratiques à cette réalité-là. Donc aujourd'hui, oui, certes, de par ses caractéristiques de confrontation, de contact, d'augmentation aussi de la vitesse, parce que les garçons vont de plus en plus vite, il y a une part de risque dans cette activité, mais je pense comme pour beaucoup de choses, le rugby a décidé de l'aborder avec beaucoup de responsabilités, à travers différents biais, d'évolution du jeu, des évolutions de la règle, qui doivent réguler toutes ces phases de contact, mais aussi par le fait d'approches scientifiques. Je pense à la dernière, notamment les protège-dents connectés, qui permettent de récolter énormément de data sur chacun des joueurs et pouvoir réguler en temps réel toutes formes de collision. Donc, les protège-dents connectés ? Ouais. C'est vrai ? Ouais, c'est devenu maintenant une obligation de World Rugby au plus haut niveau depuis l'année dernière. Nous, on a fait partie des clubs pilotes en France. On était 2 avec le Loup, donc ça fait quasiment maintenant 2 ans et demi que certains de nos joueurs emmagasinent de la data sur ce point-là. Mais aujourd'hui, tous les clubs de top 14, tous les joueurs de top 14 sont équipés de protège-dents connectés en match, mais aussi la semaine, ce qui permet de récolter de la data et que le médecin indépendant présent sur chaque match puisse en temps réel décider de sortir un joueur si des indicateurs de commotion sont allumés. Et du coup, ça récolte pas mal de data. Il y a un data manager, je crois, à la section Palos. C'est un vrai métier du on a plein de métiers aujourd'hui. différents. On a un data manager, on a des nutritionnistes, des kinés, des médecins. Voilà, 125 métiers, dont data. Data manager. C'est un métier important. C'est un métier important dans tout l'environnement de performance et dans tout l'environnement rugby, parce que c'est un vrai support tant sur les données rugbystiques que les données de préparation physique et données médicales. Donc c'est un métier un peu particulier qui jusqu'à présent chez nous était cloisonné sur la sphère préparation physique, mais aujourd'hui, dès l'année prochaine, on aura une position un peu plus centrale au carrefour de tous les supports qu'il peut y avoir au staff sportif, entre les entraîneurs, le médical, la perf, l'analyse vidéo. Voilà. Après, pour revenir au sujet de la dangerosité du sport, juste pour contextualiser, je veux dire, quand tu commences le rugby,
quand t'es jeune, je sais pas, t'as 7 ans, 8 ans, tu vois, c'est pas tout à fait pareil que quand tu joues en top 14, tu vois, tu fais plutôt du toucher, tu vois, il n'y a pas vraiment beaucoup de contact, t'apprends les déplacements, les règles du rugby, etc. Ça devient un sport dangereux, ou plus dangereux peut-être quand tu commences à jouer à plus haut niveau. Je sais pas, après certains apprennent les règles jusqu'à tous les week-ends en top 14, mais je sais pas, parce que voilà, l'actualité elle a été marquée par des accidents et dramatique, plus dans le milieu amateur que professionnel ces dernières années. Mais et encore très récemment. Mais voilà, ce que je veux retenir, c'est que aujourd'hui le rugby, je pense, c'est... Quand je dis le rugby, c'est les gens qui le dirigent, je crois, aujourd'hui très lucide et très responsable face à cette réalité-là. Et au même titre que ça a été fait ces dernières années, continuera à savoir adapter et réguler ses règles pour permettre une sécurité c'est un peu comme en Formule 1, quoi. Oui, en Formule 1, au football américain, ou d'autres sports de contact. Quels sont les impacts positifs de la section paloise sur son territoire? Il doit y en avoir, il y en a plein. Sur le volet sociétal, je crois depuis de nombreuses années, la section démontre son engagement, au-delà de notre capacité à rassembler du monde et derrière notre projet. On veut, au-delà des matchs qui se passent en top 14, être présent sur le territoire, de par des actions, des présences décentralisées. La section va dans les clubs du territoire, la section invite les clubs du territoire à ces matchs, et puis s'engage derrière toutes les initiatives paloises, béarnaises et au-delà qui vont dans le sens des grands enjeux de société. Je pense notamment aux sujets environnementaux. On a été, je crois maintenant depuis 5 ans, le premier club labellisé Fair Play for Planet. On a toute une série... Oui, j'ai vu sur le... Je sais plus, c'est sur le parking, je crois, on peut recycler ces bouteilles d'eau pour fabriquer les prochains maillots de la section. C'est ça, c'est une action qu'on porte avec notre partenaire majeur et notre équipementier, mais il y en a d'autres depuis maintenant plusieurs années, notamment autour de la disparition du papier jour de match, l'évolution qu'on peut avoir sur tout nos buvettes, avec la disparition des plastiques. Voilà, les actions, elles sont multiples, et parce qu'on pense que voilà, l'audience qu'on peut avoir nous confère un rôle et une mission de prescripteur qui est importante vis-à-vis de toute notre communauté, quel que soit leur âge, et notamment les plus jeunes. On a des manifestations, notamment écolo en herbe, au stade, qu'on coupe aussi avec d'autres actions, une journée comme un pro, donc ce qui nous permet, sur la base d'un prétexte, de faire vivre une expérience immersive à des jeunes du territoire, pouvoir aussi les éduquer à ces sujets-là sociétaux. Donc c'est un rôle et une mission qu'on relève avec beaucoup de fierté et d'engagement. Ouais. Est-ce qu'un club pro comme la section paloise contribue au rugby amateur sur son territoire? Oui, évidemment, on le disait tout à l'heure, on a une responsabilité en tant que locomotive d'être le plus rayonnant possible pour tracter et embarquer tout le monde avec nous. Donc les interactions, elles sont dans les deux sens. La section paloise a besoin d'un vivier territorial qui soit fort en termes de joueurs, et vivant, parce que plus le rugby local sera solide, plus on aura de talents locaux qui pourront intégrer nos cursus de formation. Il y a aussi beaucoup de garçons qui sortent de notre cursus, qui n'ont pas forcément la possibilité de basculer sur l'environnement professionnel, et qui viennent réalimenter les clubs des territoires. Et puis après, c'est des interactions qui sont quotidiennes, parce que aujourd'hui on a besoin d'embarquer avec nous tous ceux qui sont sur ce territoire passionnés de rugby et qui veulent voir son rayonnement. Donc à chaque match, avec notamment notre partenaire majeur Total Energy, on invite des écoles de rugby, plusieurs centaines de jeunes sont présents. Donc les interactions, elles sont constantes. Et les besoins réciproques très très forts. On va passer à notre petit jeu
Je t'ai préparé. Alors, t'as pas vu les, Tu veux jouer? les questions. On va jouer. Alors, donc, c'est un jeu. Le principe est simple. Tu vas me dire si tu l'as fait ou si tu l'as pas fait. J'ai fait, j'ai pas fait. On reste dans le domaine professionnel. On est très, Non, pas du tout. bon, Si, j'ai le droit de mentir. Combien de fois? Il y a combien de questions? Combien de 5 mensonges questions. autorisés? Ah ben je sais pas si 3 mensonges autorisés sur 5 questions. C'est pas assez ta vie pour savoir si tu vas mentir ou pas. Alors, est-ce que tu as déjà pris une décision stratégique qui a changé le cours d'une saison? J'aime pas le jeu, mais je peux te dire parce que le pilotage d'un club il est collectif. Il y en a évidemment, mais celle qui je pense a été la plus marquante pour une saison, mais pas que, c'est quand assez vite après mon arrivée, c'était 5 mois après, on a décidé de séparer de nos managers du moment et qu'on a confié la responsabilité de l'équipe sur le court terme à des jeunes entraîneurs, qui étaient Thomas Domingo et Geoffrey Lannepetit, pour nous donner le temps de choisir qui prendrait la suite et de totalement retravailler et remarketer notre produit section. Et ce choix-là qui était fort, très risqué à ce moment-là, parce qu'on était dans la précarité de pouvoir assumer un maintien, pas simple, nous a offert du temps et le luxe de choisir les hommes qui allaient porter et incarner notre projet sportif par la suite. Ok. Est-ce que tu as déjà dû gérer un conflit entre l'entraîneur et un joueur? Des conflits ou des incompréhensions, il y en a tout le temps. Parce que manager ce type de projet, c'est aussi faire des déçus tous les week-ends. De là à parler de vrais conflits sur le quotidien, je dirais non, mais c'est vrai que par rapport à la période à laquelle je faisais référence, quand il a fallu assumer un choix de changement de management, on était dans une période où les conflits étaient plus importants, ne se régulaient pas, où il a fallu que la gouvernance soit là pour intervenir et réguler ça. Voilà. Ok. Est-ce que tu as déjà dû faire face à des supporters mécontents? Du mécontentement, il y en a souvent, de l'incompréhension, et notamment dans les moments de défaite ou de doute. Ils font partie du jeu, et pour moi, ils sont l'expression de la passion aussi. Donc, oui, il y en a de temps en temps. Après, je pense qu'on a la chance d'avoir un modèle de club qui permet la proximité, l'accessibilité. On traverse toujours la foule du hameau de manière très à l'aise et avec des interactions multiples. Et je pense qu'on a un mode de fonctionnement plutôt très accessible et qu'on met en place des moments, notamment nos rencontres abonnées qui sont régulières, qui nous permettent d'expliquer avec beaucoup de transparence le sens des choses qu'on met en place et qu'est-ce qui peut justifier par moment, et ce qui nous permet aussi de réguler aussi par moment des interrogations ou des incompréhensions. Donc, mais le mécontentement et l'expression du mécontentement, il est très riche, et pour nous c'est un terreau de fertilité à la passion. Ouais. Et d'idées, des fois, ouais. Est-ce que tu as déjà assisté à une troisième mi-temps mémorable avec les joueurs? C'est la dernière. Ouais, on cloisonne pas mal. Et moins il y a de troisième mi-temps, troisième mi-temps, mieux c'est pour nous. Mais quand elles sont mémorables, c'est qu'il y a des choses à marquer. Et il faut qu'il y en ait encore un. On vit dans un monde où les gens veulent énormément aseptiser les choses, notamment dans l'environnement professionnel. Donc, on a une exigence de professionnalisme, et je pense qu'il faut que dans notre société, on sache aussi pouvoir célébrer dans la joie, mais la spontanéité et la sérénité, les moments fondateurs d'une vie de groupe. Donc, troisième mi-temps mémorable, celle du maintien acquis à la J26 contre Montpellier de manière quasi inespérée en juin 2021 restera dans les têtes, parce que elle venait clore une saison qui avait été très éprouvante. Je vous disais, on avait dû changer de manager, repartir d'une copie blanche. Beaucoup nous voyaient morts. C'était greffé à ça aussi c'était en fin de période de Covid, où les gens avaient
ne venait plus beaucoup au stade. On avait beaucoup moins de monde au stade et où les moments de partage étaient très rares. Et voilà, cet après-match, cette nuit qui a suivi ce match-là a permis un vrai moment de spontanéité, de partage entre les joueurs, leurs proches, des partenaires, les équipes administratives qui étaient vraiment... qui paraissaient un peu hors du temps en 2021 après ce qu'on venait de traverser dans l'histoire du club et dans le contexte social externe aussi. Voilà, il y a une vraie joie qui s'exprime, quoi. Ouais, c'était quasiment de l'inattendu, mais on avait tellement tous décompressé d'un coup. Voilà, la peur au ventre. Voilà, on était heureux de partager ça ensemble. Merci, moi je suis heureux d'avoir partagé ce moment avec toi, Pierre, c'était très inspirant. Merci d'être venu parler de ton métier, et de la section paloise et de son engagement sur le territoire au micro d'Éclosion. Non, mais c'était un plaisir, comme je disais, de revenir, et puis parce que moi, alors je dis toujours assez, j'y reviens, mais dans l'histoire de ma vie, mon passage ici a été marquant et déterminant parce que je n'étais pas du tout prédestiné à évoluer de cette manière. Dans ma vie, à 20 ans, je m'imaginais futur entraîneur de hand. Je venais de passer mes brevets d'état, deuxième niveau, et je me suis retrouvé dans une période de formation, et j'avais quelques mois devant moi, des parents qui a eu toujours tendance à m'aiguillonner, qui m'ont dit il n'est pas possible que tu ne fasses rien, que du sport, et un peu par hasard, avec le souci d'ouvrir les chakras et de me pencher sur autre chose, je suis arrivé ici, et très vite ça m'a fait basculer sur d'autres types de cursus, donc je suis très content de revenir ici parce que ça a été un moment un peu charnière dans mon évolution. Merci d'avoir exprimé tout ça au micro d'Éclosion. Avec plaisir. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires en dessous. Je pense que Pierre pourra répondre si vous avez des questions sur la section de Paloise, et surtout aller supporter notre équipe au stade sur les prochains matchs.